Au Mali, la situation sécuritaire se dégrade au centre et au nord du pays avec un regain des attaques et blocus. Qu'est-ce qui explique cette recrudescence des attaques? Mohamed Amara, sociologue et auteur de plusieurs livres dont « Marchand d'angoisse »,« Le Mali tel qu'il est, tel qu'il pourrait être », édition Granvaux nous explique les causes. Qu'est-ce qui explique cette recrudescence des attaques au centre du pays? Mohamed Amara, il y a deux niveaux d'explication. Le premier, c'est le fait que l'effectif militaire malien aujourd'hui ne permet pas concrètement de couvrir l'ensemble du territoire, notamment le centre et le nord du Mali où il faut un déploiement massif de l'armée, d'autant plus que la force Barkhane quitte le Mali. Deuxième niveau d'explication, le fait est que le départ de Barkhane du Mali laisse le champ libre aux narcoterroristes pour commettre leurs différents forfaits. Ces deux niveaux d'explication amènent à dire que le Mali a besoin d'un outil de défense plus performant pour occuper le terrain, c'est-à-dire être dans une logique plutôt offensive que défensive pour aller chercher les groupes terroristes dans leur cachette. Ça nécessite la mise en place d'un nouveau logiciel militaire. En d'autres termes, il y a nécessité d'avoir des coopérations militaires. Le Mali seul ne peut pas lutter contre le terrorisme, d'autant plus qu'il est transfrontalier et international. Donc, la coopération avec l'ensemble des pays de la région, notamment le Niger et le Burkina Faso, est nécessaire. Mais, coopérer sans perdre son âme. L'armée monte en puissance. Mais elle n'arrive toujours pas à anticiper les attaques malgré les moyens gigantesques. Pourquoi? Emma, il est difficile de faire une enquête dans les zones où l'armée monte en puissance pour corroborer cette affirmation. Monter en puissance suppose qu'on gagne en performance, en légitimité et on engrange des victoires. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir des rapports de force dominants vis-à-vis de son adversaire ou de son ennemi. Mais il est difficile aujourd'hui pour les journalistes indépendants d'aller sur le terrain de façon libre et vérifier cette montée en puissance. Donc, c'est une question très difficile et sensible à répondre telle que vous la posez. Malgré la montée en puissance de l'armée, la population malienne continue d'être massacrée, à fuir la pression terroriste. Moi, je ne parlerai pas de montée en puissance, tant qu'il n'y a pas des articles documentant cette montée en puissance à partir d'enquêtes de terrain. C'est-à-dire des enquêtes journalistes, sociologiques ou toute forme d'investigation permettant en tout cas de créditer cette puissance. Il faudra à un moment qu'on arrive à renseigner tout ça. Enfin, la montée en puissance suppose pour moi le retour de l'administration ou la réouverture des écoles, bref, le redémarrage des activités quotidiennes. Le mandat de la MINUSMA a été renouvelé sur fond de tensions entre le Mali et le Conseil de sécurité. Quel avenir pour la mission onusienne? Emma, il faut dire que le mandat de la MINUSMA a été renouvelé alors que le Mali n'était pas tout à fait pour dans les conditions actuelles. Le pire, les soutiens du Mali, c'est-à-dire la Russie et la Chine, se sont abstenus alors qu'ils auraient pu utiliser leur droit de veto pour empêcher le renouvellement du mandat de la MINUSMA dans les conditions qui ne convenaient pas au Mali. Mais ainsi va le monde. Cela a été un coup de poignard dans le dos du Mali. En termes d'avenir, de nouveaux conflits s'ouvrent entre le Mali et les Nations Unies. Ce n'est pas de bon augure pour un pays qui sort de sanctions économiques et financières. Le Mali risque de devenir le pays mal aimé de la sous-région primo, secondo il va avoir du mal à mettre en place des projets de développement. Sans compromis entre le Mali et la communauté internationale, il serait très difficile de se développer. Un État sans projet, et qui ne vit que des aides humanitaires, meurt à petit feu. Il serait important que le Mali et la communauté internationale parlent la même langue. La France a annoncé la fin de la Task Force Takuba, lancée en mars 2020 dans le cadre de la lutte anti-djihadiste. Quel bilan tirez-vous? Monsieur A, c'est un bilan mitigé parce que c'est une force qui n'a même pas eu le temps de se déployer à cause des instabilités politiques au Mali et des coups d'État. Un bilan mitigé au sens où la lutte contre le terrorisme est restée au même niveau. D'ailleurs, les terroristes ont même gagné du terrain dans la zone des 3 frontières. Le bilan reste mitigé dans le sens où à terme Takuba devait soulager Barkhane, voire la remplacer dans la lutte contre le terrorisme. Ce qui n'a jamais pu se faire malheureusement. Au contraire, le terrorisme s'est développé autrement, recrutement des jeunes locaux, mariage, création réseau d'informateurs. Dans ces conditions, il serait très difficile de parler de bilan. Aujourd'hui, une question se pose pour le Mali, quelle perspective sécuritaire pour tenir et sécuriser les futures élections? On a toujours dit qu'il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu'à ses saints. Après Emmanuel Macron qui voulait asphyxier le Mali en se servant de la CEDEAO, il a fait ouvertement la promesse d'appeler Nana Addo, le président ghanéen, pour lui demander de durcir les sanctions contre le Mali. Voilà Alassane Dramane Ouattara, qui a toujours du mal à dissimuler sa volonté de détruire un pays frère. Docteur Coulibaly regrette que ADO n'a pas eu, dans un premier temps,
l'élégance de mettre de l'eau dans son Nyamakuji pour donner d'explications claires à propos de l'appel téléphonique qui a inondé les réseaux sociaux, appel au cours duquel il était en communication avec un ancien Premier ministre malien en exil chez lui. En Côte d'Ivoire, il s'est contenté de dire qu'il parlait avec tout le monde. Et comme le Mali a réussi à survivre à l'embargo, il faut procéder par la méthode forte, en organisant une agression armée pour déstabiliser le Mali. À ses yeux, le communiqué des Nations Unies est sans ambiguïté et donne la preuve que l'explication donnée par les autorités ivoiriennes par rapport au déploiement de mercenaires est cousue de fils blancs. À en croire notre sociologue, les médias les plus crédibles ont donné des précisions qui confondent la version du Conseil de défense présidé par le président Ouattara. Il dit avoir remarqué qu'en Afrique francophone, les faits sont têtus. Pour lui, ce plan d'agression du Mali traduit la volonté de Ouattara, au service de ses maîtres, de donner une leçon à la junte malienne dont l'action de refondation est en train de servir d'exemple à l'Afrique francophone. Le moment de l'exécution de ce plan est bien choisi. Psychologiquement, les Maliens et les autorités de la transition ont le regard tourné vers le calendrier électoral et la révision constitutionnelle et c'est certainement le meilleur moment pour surprendre. Cependant, de l'avis du docteur Moussa Koulibaly, ce déploiement de 49 mercenaires ressemble à celui organisé par des impérialistes portugais et occidentaux en Guinée-Conakry, le 22 novembre 1970, pour renverser le régime de Sékou Touré qui n'avait toujours pas payé son nom au général de Gaulle et qui continuait de soutenir les mouvements de libération des colonies portugaises. Toutefois, Dr Koulibaly prévient qu'Assimi et les 5 colonels ne doivent pas oublier un instant qu'ils ont infligé à la France la pire humiliation des 50 dernières années en Afrique. Il y aura toujours des tentatives mais en attendant, il faut dépassionner les débats et rester vigilant. Il faut mettre rapidement la machine judiciaire en marche pour juger les mercenaires et éviter de se lancer dans une crise diplomatique. Nous avons de solides liens historiques avec le peuple de Côte d'Ivoire qu'il faut préserver et consolider davantage. En attendant, le gouvernement doit communiquer dans le sens de la désescalade, a conclu le sociologue. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.